Aujourd'hui, on va parler des pneumatiques, des pneus Pirelli du coup, parce que bah, vous le savez peut-être, mais Pirelli, c'est Pirelli qui fournit tous les pneus de la Formule 1. D'accord? Pour les autres catégories, je ne sais pas, mais je pense aussi. En tout cas, pour la Formule 1 et la Formule 2, pour la Formule 3 aussi, non? C'est seulement Pirelli, je pense. Donc voilà, Pirelli, constructeur de pneus, qui fournit les pneus. Et donc, du coup, ils sont souvent décriés par les pilotes, par tout le monde de la F1, tous ceux qui gravitent autour de tout ça. Mais aujourd'hui, dites-nous, qui se sent de nous faire un petit topo de voilà, comment ça fonctionne les pneus, bon, pas de manière générale, on n'est pas là pour expliquer le fonctionnement de la roue, mais voilà, quelles sont les différences entre les pneus dans les F1, pourquoi c'est certains pneus, pourquoi ces critiques-là aujourd'hui. Qui se sent de se lancer sur ce sujet, messieurs? Après, ça peut être un sujet à plusieurs, hein. Ouais, il était costaud celui-là. Moi, je peux Euh, commencer, hein. Vas-y, J'ai un Alex. peu de base, Allez, n'hésitez genre pas à rebondir les l'ancien, autres, hein. l'ancien. Il faut savoir, les amis, que la première fois en Formule 1, donc dans les années 50, c'était Pirelli, la première marque de pneus en Formule 1. Et oui, c'est Déjà. la marque aujourd'hui, on a l'habitude. Mais ce n'étaient pas les pneus tels qu'on les connaît aujourd'hui, ce n'étaient pas des pneus qu'on appelle slick, donc les pneus qui sont faits vraiment pour la course, ils sont vraiment bien grattés. On pourrait pas en mettre, enfin, on peut en mettre sur nos pneus de voiture, mais c'est vraiment uniquement pour le circuit, à ne pas prendre sous la pluie, effectivement. Euh, et en fait, il y a eu quand même pas mal de changements. Il y avait même eu une année où en fait, c'était dans les années 70, où il y avait 4 marques de pneus, et vraiment l'écurie choisissait quel type de pneus il voulait prendre. Et donc c'est là où en fait il y avait certaines écuries qui s'imposaient un peu plus. Donc Pirelli était quand même encore en tête. Et après il y a eu une grosse dominance de Goodyear, qui jusque dans les années 2000 alimentait un petit peu les Formule 1. Et ensuite on a eu l'arrivée de notre chère marque Michelin. Michelin que nous aimons chez les seigneurs ici présents. Michelin qui a fait les grandes heures de la Formule 1 dans les années 2000 avec le titre de Fernando Alonso, les grandes heures de Michael Schumacher. Et en Alors, fait, bah, alors, en tant que fan Ferrari, tu fais une petite infidélité à Bridgestone, c'est ça? il y a voilà, j'enlève Bridgestone parce que c'est pas vraiment du pneu, on va dire, mais qui a été d'ailleurs décrié au Grand Prix des États-Unis. On passera, ce sera peut-être un autre sujet, ça, un focus rétro, le Grand Prix des États-Unis dans les années 2000. Mais voilà, Michelin, aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'on a plusieurs types de pneus. On a de la gamme de hard, on a ensuite les medium, ensuite on a le soft, on avait après les ultra soft et les hyper méga giga ultra méga super soft à l'époque, où en fait, voilà. Le pneu hard, il est fait pour durer dans le temps. Il se dégrade moyen, mais donc du coup, en fait, un pilote perd globalement 2 secondes par tour, ou voilà, 1 seconde et demie par tour par rapport à un pneu soft. Le pneu médium, on est sur un rythme de 8 dixièmes, 7 dixièmes par tour, et le pneu soft, c'est le rythme optimal, sauf que ça se consomme très rapidement. Un pneu soft dure en moyenne en ce moment globalement 20 tours, même un petit peu moins, sauf à Silverstone où là ça se dégrade beaucoup plus rapidement. Alors, Et à l'époque, dans les années 2000, c'était un pneu. attends, on peut juste expliquer aux gens, Vas-y. aux internautes qui suivent comment ça fonctionne la pneu. Donc, comme tu dis, Hmm. c'est quelque chose qui Vas est y hein. lisse et c'est grâce au frottement. En fait, la dureté, comme tu dis, hard, medium ou soft, c'est la dureté du pneu qui permet justement au pneu de plus ou moins se dégrader lorsqu'il y a, avec la chaleur et la friction qu'il y a au sol. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit les petits bouts noirs en dehors des pistes aussi. Justement, c'est La tout le gomme. graining du pneu, donc tous les petits matériaux du pneu qui commencent à se décomposer et qui se met en bord de piste. Et ce qui est d'ailleurs aussi une technique à la fin, une fois que les pilotes gagnent la course pour avoir un peu plus de poids sur la monoplace et éviter de se prendre une sanction. Et effectivement, à l'époque, on n'avait pas ce système-là. À l'époque, c'était vraiment un seul pneu. C'était du hard ou du pneu route un peu, si on peut mettre en comparaison. Un bon pneu avec les bonnes petites lignes sur les côtés des familles Michelin. Ils s'étaient pas embêtés, ils avaient fait ça. Les pneus wet, les pneus pluie et intermédiaires, c'était vraiment les pneus spécifiques pour la pluie. Et aujourd'hui, on est vraiment sur la gestion pure de pneus en Formule 1 où vraiment le pilote qui a la meilleure gestion de pneus, on l'a vu ce Grand Prix avec Leclerc qui malheureusement ne s'est pas arrêté pour mettre les softs et est resté en Mmh. hard et qui perdait énormément de temps par rapport à tous ceux qui se sont arrêtés. Donc c'est vraiment de la stratégie pure et dure, hein. Et donc en fait à l'époque on était plus
et les seniors le diront, hein, on était plus sur vraiment le pilotage. Et aujourd'hui, on est vraiment sur la stratégie de pneus, la préservation de pneus, écouter son ingénieur, le stratège aussi de l'équipe, hein. Je ne vais pas critiquer le stratège Ferrari de Charles Leclerc, mais on est là. Et donc, ce qui fait que le pneu a évolué. Et avec les seniors, nous, on n'est pas trop fan de Pirelli. Parce qu'en fait, Pirelli, à début de chaque Grand Prix, dès que le Grand Prix va commencer, ils nous font des prévisions, donc des recommandations de la durée du pneu. Et globalement, ces recommandations sont à 95% fausses à chaque fois. On le voit, là, ils nous ont recommandé 2 changements de pneus sur ce Grand Prix-là. On a eu droit à 3 changements, 4 si on compte le crash du début. Donc en fait, même eux ne savent même pas la dureté de leurs pneus. Combien de temps ça peut durer. Et surtout, la dégradation peut être hyper dangereuse parce qu'un pneu qui lâche, on l'a vu, à Bakou, c'était l'année dernière. Verstappen lancé à 320 sur la ligne droite, le pneu arrière qui crève. Il a eu de la chance de se taper le mur droit parce que le mur gauche était l'entrée des stands avec vraiment comme en sortie d'autoroute, le petit triangle vert, c'est ligne droite et là il serait compacté, hein, concrètement. Donc en fait c'est quand même assez décrié. Je sais pas ce qu'en pensent mes chers collègues sur Pirelli, mais on va pouvoir un petit peu transmettre cette non-passion pour ce pneu, de notre favoritisme pour du Michelin, parce que c'est quand même une super marque, hein. Tu le critiques, mais au final, il nous amène du beau spectacle, hein. Quand Lewis il termine sur 3 roues, c'est grâce à un pneu Pirelli. Je suis désolé. Parce que le pneu, il a fait des marbles et il a crevé à cause de ça. Non, je sais pas si Yo-Yo, t'as plus d'avis sur Pirelli. Alors moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les pneus sont décriés. Après, pour savoir comment ça se passe, au début de la saison, donc Pirelli donne, donc il y a 5 types de pneus. Et pour chaque week-end de la saison, en fait, ils allouent 3 types de pneus, allant du pneu qui est plus dur au pneu qui est plus tendre. Donc cette année, il y a C1, C2, C3, C4, C5. Donc c'est un peu ce que tu présentais tout à l'heure avec le pneu hard et le super soft. Et donc là, pour ce Grand Prix-là, ils avaient pris le pneu le C1, donc le plus dur, sur un Grand Prix sur lequel tu es en Europe. Il pleut. Tu sais qu'il risque quand même de pouvoir faire froid, même si on est au mois de juillet. Donc pneu dur, qui prend du temps à chauffer et qui a du mal à chauffer, en sachant que maintenant les couvertures chauffantes sont limitées à 70 degrés et que quand tu sors des stands, c'est comme si tu étais sorti, tu sors des choses sans manteau, quoi. C'est assez compliqué. Écoutez, vous prenez vos chaussures, vous allez sur une piste de glace et vous essayez de marcher correctement. C'est pareil. Oui. Non, mais parce que ce qu'il faut dire, c'est que même si vous jouez, on en parlera au jeu Formule 1 en simulation, vous devez chauffer vos pneus avant de commencer. Et du coup, ce que tu dis, c'est que maintenant Avant, on pouvait mettre les couvertures chauffantes jusqu'à. Il y avait une limite, non? Il n'y en avait même pas. On pouvait chauffer à mort le pneu. Non, on était à 90 degrés avant. 90, ouais. Donc du coup, ils étaient déjà chauffés. Ils étaient déjà chauds quand tu pouvais les mettre pour le tour de formation, puis après la course. Ouais. Alors que là, tu es obligé de les chauffer pendant au moins 20-30 degrés. Donc du coup, ça prend du temps. Surtout si les gens ralentissent, etc. En gros, le pneu, il se refroidit tellement vite. C'est un truc de fou. C'est ça. Alors qu'avant, pour expliquer un petit peu, la température optimale d'un pneu en F1, c'est entre 92 et 95 degrés. Donc comme disait Nico, avant c'était 90 degrés, donc c'est déjà chauffé. Alors qu'aujourd'hui à 70, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes 20 à 25 degrés. En sachant que là, on prend l'exemple de la voiture qui fait son départ, mais quand tu sors des stands et que tous les autres sont déjà à fond, avec une voiture qui est optimale, avec des pneus optimaux, et toi que tu sors et tu as une grande différence qui s'explique. Et d'ailleurs, quand on joue à F1, je ne sais pas si vous c'est arrivé, ce sera le sujet d'après, mais quand on sort des stands de F1, il faut chauffer son pneu, il faut zigzaguer. Sinon, on finit dans le mur. Ouais, ça c'est mon histoire, ça. Je finis tout le temps dans le mur. Alex, il le sait très bien, il m'attend. Non, mais en vrai, je pense que c'est pas facile pour Pirelli. Et je pense qu'ils ont un peu le défaut d'être les seuls, en fait. Vu qu'ils sont les seuls en F1 actuellement, en gros, il n'y a pas moyen de comparaison. On peut pas les comparer à... Je me fais un peu l'avocat du diable, mais
pour une fois, je vais un peu les défendre, je pense, en disant que au moins, ils ont le mérite d'essayer. Et je suis pas sûr que d'autres marques feraient peut-être mieux. Je pense peut-être Michelin avec l'expérience qu'ils ont, notamment sur d'autres compétitions. Mais ce qui est dur en Formule 1, c'est justement cette gestion du pneu à travers la course et à travers aussi les différents types de pilotage. On voit aujourd'hui des Pérez, des Bottas, même Stroll, il arrive bien à les garder, ou Alonso, qui gardent des pneus en vie, ou même Ocon, qui vont garder les pneus en vie, mais pendant extrêmement longtemps. Et alors, t'en as d'autres derrière, ils vont te les tuer, mais en 10 tours, quoi. Et souvent, en fait, du coup, comment tu fais pour gérer ces différents styles de pilotage? Je pense que c'est ça aussi qui est compliqué. Et pour l'avenir, je suis pas sûr que ça aille en s'améliorant parce que forcément, en gros, on va vouloir aussi. Si on rajoute, par exemple, on en parlait de la sécurité, ça va alourdir aussi les monoplaces et du coup dégrader aussi les pneus. Donc en gros, c'est un peu un cercle vicieux où du coup, les voitures augmentent de puissance, augmentent de poids, de taille, etc. Et de ça, du coup, les pneus doivent changer. Ouais, surtout que on est passé de 13 pouces pour les jantes à 18 pouces. Pour ceux qui ont une voiture, ça fait quand même une sacrée différence. Mais je pense il faut encore qu'ils progressent, c'est sûr. Mais ils ont le mérite d'essayer. Et là où je taperais le plus, c'est que c'est juste qu'ils sont pas. Ils mériteraient plus à être transparents. Genre, ne pas faire de plan sur la comète. Ils arrivent en week-end et disent bon, voilà les specs qu'on vous a envoyés. Maintenant, vous vous démerdez. Genre, le jour où ils font ça, ça serait insane parce que du coup, ça voudrait dire que les ingénieurs prennent le risque à la place de Pirelli. Et là, on verrait des stratégies complètement différentes. Là, on verrait des mecs qui changent de stratégie parce qu'ils s'adaptent par exemple à leur pilote ou autre. Et il y a un fait qui est marquant lors du Grand Prix de Silverstone de ce week-end, c'est qu'il pleuvait des cordes, la route était inondée, enfin le circuit était inondé, et les intermédiaires, donc les pneus, les seconds pneus pluie, qui sont pour les routes, on va dire, sèches, semi-sèches ou jusqu'à très mouillées, et ben tout le monde les mettait, mais personne ne mettait les pneus pluie, les pneus vraiment faits pour rouler sur l'eau. Les pneus qu'on a un peu tous sur nos voitures avec des rainures dessus pour évacuer l'eau. Là, ce que dit Nico, c'est que tous les pilotes, toutes les écuries sont restés sur des pneus lisses, donc qui normalement ne passent pas pour les voitures de tout le monde le contrôle technique, c'est-à-dire que dès que vous avez du lisse sur vos pneus, on vous dit il faut changer les pneus. Là, en gros, ils sont tous restés avec des pneus lisses, malgré les recommandations de Pirelli, mais ce que dit Nico, c'est qu'effectivement, les pneus avaient l'air tellement mal faits. Je sais pas, Nico, tu vas nous en dire plus, mais voilà, c'est ça l'objet du débat. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout parce qu'ils avaient... en fait, ils évacuent certes très bien l'eau, mais en gros, ils sont pas très performants. Donc du coup, quand en qualification, c'est un peu compliqué de te qualifier avec des pneus pluie. Et en plus, il y avait une forte possibilité pour qu'ils ne soient pas assez chauds pour adhérer au circuit, à l'asphalte. Et du coup, tu glisses aussi. Donc en gros, si tu glisses avec des pneus pluie sur la pluie, c'est un peu contradictoire. C'est pour ça qu'on les voit souvent revenir vers la trajectoire où il y a un petit peu d'eau, pour les refaire un petit peu, reprendre légèrement d'adhérence. Mais... sinon, après, tu les détruis. Mais ouais, c'est un débat intéressant, les pneus, mais je pense qu'on verra à la fin de la saison aussi comment ça a évolué avec les nouvelles monoplaces, les nouvelles jantes. Je pense la saison prochaine, je pense que ça va être une excellente saison. Oui, je pense aussi. Ouais. Parce que là, toutes les écuries sont un peu dans le renouveau. Ils ont dû effectivement faire avec la baisse des budgets. Ils ont dû faire avec le changement de réglementation. Il y a eu des pilotes qui ont changé d'écurie à droite à gauche. Effectivement, cette saison, c'est une saison de transition. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent se passer. Et c'est peut-être, comme on l'a dit un petit peu plus en arrière dans le podcast, c'est peut-être une saison ou en tout cas un changement qui va permettre à plusieurs écuries de se bagarrer pour la première place. Et nous, c'est ce qu'on veut. Très bien, merci messieurs pour ces sujets.